Salut à tous, une petite vidéo guide pour apprendre à jouer à Digimon avec Kevin de Kick Game. On Salut. commence comme ça, Kevin? C'est ça, parfait. Merci. Donc, on va vous montrer le déroulement d'une partie complète, entre guillemets complète, pour vous apprendre chaque mécanique, pouvoir vous-même vous lancer dans une partie. Kevin, veux-tu bien commencer? Ok, donc au niveau du setup, pour commencer une partie, une fois que vous avez placé votre deck sur la droite de votre playmat, chacun des deux joueurs va lancer un dé. Les conventions veulent qu'en général c'est le plus grand qui commence, ça vous le déterminez entre vous. Donc imaginons que j'ai fait plus grand, ce qui est compliqué avec un, mais bon, on va dire que je commence. Je mets 5 cartes en sécurité et j'en pioche 5. Si tu me permets, en attendant, l'adversaire fait de même. Mais c'est 5 sécurités et il pioche 5 cartes. Exactement. Donc on a décidé que c'était moi qui commençais, donc on va jouer à main découverte, comme ça vous allez pouvoir ce que j'ai en main. Ok, donc si c'est moi qui commence, la première chose à faire, c'est donc une phase qu'on appelle une phase de hatching, c'est-à-dire que j'ai un extra deck qui est sleeve. Alors je sais pas si c'est obligatoire ou pas, c'est obligatoire je crois qu'il va y avoir des sleeves différentes pour la phase. Différentes non, mais il faut que ça soit sleeve dans tous les cas. Donc oui, vous pouvez avoir deux fois les mêmes, mais il faut absolument sleeve les tamas, sinon c'est interdit dans un tournoi officiel de show. D'accord, donc obligatoirement sleeve. Donc au niveau de la phase de hatching, on a trois options systématiques qui s'offrent à nous. Donc la première c'est donc faire un œuf, c'est-à-dire prendre la première carte de son pack d'œufs et la révéler. La deuxième option, qui ici tu peux me confirmer, c'est donc soit ne rien faire, c'est possible aussi, oui. Soit faire évoluer, faire digivolver. Pas vraiment, donc les phases sont faire une éclosion, ce que tu viens de faire. Yes. Si ce Digimon avait déjà éclos et avait déjà évolué, et qu'il était dans un stade supérieur, en niveau 3, 4, 5 ou plus, il aurait le droit de sortir. Donc, pour bien comprendre cette Rising Phase... C'est la phase de Raising, on n'est plus dans la phase de Hatching, on est dans la phase de Raising, c'est autre chose. Ok, donc le but étant de soit faire un œuf. Si vous avez déjà un œuf, c'est-à-dire que c'est un nouveau tour, là, si tu peux bien mettre ton Patamon dessus pour bien qu'on soit raccord. Ok. Voilà. Imaginons que votre tour commence et vous êtes dans cette phase. Au lieu de faire un œuf, vous avez Patamon qui est de niveau 3, même s'il était plus haut, vous pourriez aussi. Votre choix serait de sortir ou de ne rien faire. Donc, en résumé, il n'y a que 3 choses à faire. Un œuf. Si votre œuf est déjà grand, le sortir. Et si vous ne pouvez ni faire l'un ni faire l'autre, ne rien faire est une option. Une fois que c'est fait, on passe en main phase. La main phase se compose de plusieurs choses qui n'ont pas d'ordre précis. On va reprendre du coup parce que là notre phase de hatching elle est terminée puisque on a fait un œuf, on a fait un des 3 choix disponibles. Voilà. Donc on a terminé notre phase de hatching. Maintenant on passe donc du coup à notre main phase. Exactement. Ok. Donc quand on commence on a 0 de mana. C'est-à-dire que là vous avez la memory gauche qui techniquement quand vous commencez une partie vous avez la possibilité de poser une carte qui coûte jusqu'à 10 puisque vous avez 10 de mana potentiel. Là ce qu'on va faire, donc on va commencer avec les mécanismes principaux du jeu qui est donc la digivolution, c'est-à-dire que j'ai un level 3 en main que je vais poser sur mon level 2. Hop, effet systématique de la digivolution, ça va me faire piocher une carte. Ensuite, j'ai toujours pas payé de mana pour ça puisque vous avez 2 coups sur les cartes, les coups de digivolution qui sont en général dans le rond de couleur, qui vous donnent la couleur sur laquelle vous pouvez digivolver, et les ronds de couleur bleue qui eux sont les coups de hardcast, c'est-à-dire le coup pour jouer sa carte directement sur la battle area. Moi là tout de suite dans mon... Oui. Je peux me permettre, pour être plus précis, peut-être qu'en surimpression il y aura une carte pour bien que vous le voyez. Oui, bien sûr. La petite bulle précise plusieurs choses, elle précise aussi, donc elle précise la couleur sur laquelle vous pouvez évoluer. Parfois il y a plusieurs couleurs, parfois c'est blanc, parfois voilà, il y a plusieurs choses. Il y a le niveau sur lequel vous devez évoluer. Parfois il y aura des invocations spéciales, etc. Donc vérifiez bien, mais la plupart du temps, évidemment, ça sera un niveau 3 qui peut évoluer sur un niveau 2, ce qui est logique. Dans Pokémon, ça équivaudrait à la phase d'évolution d'avant d'un Pokémon, Carapuce Carabaf sur Carapuce, et non pas l'inverse. Et donc le coût à payer en memory pour pouvoir faire cette évolution. Et comme l'a dit Kevin, toute évolution entraîne une pioche. Ne pas oublier ce que vous allez sûrement faire à chaque fois.
C'est vrai que les nouveaux joueurs oublient souvent de piocher. C'est quand même une des mécaniques les plus intéressantes dans le jeu. D'une manière générale, notamment quand on joue par exemple du violet ou du jaune, vous verrez qu'assez souvent, vous allez réussir à piocher ou à avoir en main à un moment donné quasiment 80% de votre deck parce qu'il y a certaines couleurs qui vont assez loin dans le jeu qui vous permettent quasiment de piocher 80% de votre deck. En tout cas, moi personnellement, sur ces deux couleurs, sur le violet et le jaune, ça m'arrive très fréquemment d'aller quasiment au bout. Autre chose, puisqu'on était sur ça, il y a pas mal d'erreurs qui se sont passées au tout début du jeu sur deux mots-clés dont on y reviendra certainement plus tard, mais sur le One Digivolving et le On-Play. Pourquoi j'en parle maintenant? Parce que justement, on parlait des bulles. Le jeu est finalement bien fait si on prend la peine de lire les cartes en entier. La bulle bleue, il y a marqué Play Cost. Et la bulle de couleur, il y a marqué Digivolving Cost. Donc, si on lit bien la carte, on ne peut pas se tromper. Une carte qui a un effet de One Digivolving, c'est bien quand on la paye du coup de la bulle colorée. Et une carte qui a un effet où il y a marqué On Play, c'est bien quand on la paye sur le Play Cost. Donc si on lit bien, on ne peut pas se tromper. Donc là tout de suite, j'ai pas de level 4, je peux pas évoluer sur mon level 3, donc je vais jouer un Tamer qui me coûte 4, je passe mon adversaire à 4 et je fais donc l'effet de mon Tamer. Chaque Tamer qui coûte 4 dans chaque couleur a un effet différent qui correspond en général à la mécanique de la couleur. Le mien en l'occurrence en jaune va me permettre de checker toutes mes sécurités, je les regarde toutes, je ne montre pas à mon adversaire mais je les regarde toutes. Je peux décider d'en prendre une dans ma main. Là tout de suite je vois que j'ai pas de level 4 ici, j'ai un level 5 ici, une option. Elle c'est une option que je préfère garder en sécurité parce qu'elle a un effet en sécurité, donc je vais prendre mon level 6 de prédilection dans cette couleur là. Je la révèle à mon adversaire, si elle est jaune, je la mets dans ma main, je prends le top de mes sécurités, je les rajoute dans le paquet de sécurité, je mélange et je remets mes sécurités, c'est l'effet de mon Tamer. Voilà, ce qui fait que j'ai pas perdu de sécurité et j'ai pioché une carte parmi 5. Ça me permet d'aller chercher une solution quelconque. Fin de mon tour, si à la fin de cette action-là, je passe du côté de la mémoire de l'adversaire, le tour passe à l'adversaire. C'est très important d'être précis sur ça, parce que s'il y avait eu un effet quelconque qui, en jouant ça, m'avait fait gagner 4 de mémoire, c'est purement théorique, mais que ça m'avait fait gagner de la mémoire, c'est pas parce que j'ai payé pour passer du côté de l'adversaire, mais qu'ensuite j'ai gagné 4, que mon tour s'arrête. Tant que à la fin de mon action, je suis à 0, c'est toujours mon tour. Là, c'est pas le cas, j'ai rien qui m'a fait gagner, je suis à 4. Mais si une action vous fait perdre de la mémoire, vous en fait payer, passe du côté de l'adversaire, mais revient à 0, tant que vous êtes à la fin de votre action de votre côté, ou à 0, ça reste votre tour. Exactement. Je me permets, avant qu'on change de tour, etc., de préciser la main phase. Donc on pourrait la résumer en 5 actions. Évoluer un Digimon, comme tu l'as fait, qu'il soit en Rising ou sur le terrain d'ailleurs, peu importe. On peut jouer un Digimon depuis sa main. Donc là, s'il n'avait pas joué son Tamer, il aurait pu jouer n'importe lequel de ces deux Digimon. Seulement des deux parce que l'autre est trop cher. Donc ces deux-là pouvaient être joués comme ça, tel quel sur le terrain. C'est pas forcément conseillé de faire ça, mais sachez que c'est exactement. Possible. Là, c'était pas efficace, mais par exemple, on va sortir un exemple concret. Il y a certains Digimon, particulièrement, je dirais, dans le violet et le rouge, justement, qui ont un intérêt à être hardcast, même en début de partie. C'est pas gênant. Par exemple, si j'avais pas posé mon Tamer, j'étais toujours à 0, j'aurais pu jouer ça. Rien ne m'empêche. C'est pour ça en fait que pour l'instant, même si la règle est discutable, c'est pour ça que pour l'instant sur Digimon il n'y a pas de mulligan autorisé. C'est parce que virtuellement toutes les cartes sont jouables. Voilà, celle-là. Tant qu'on peut la payer, elle est jouable. J'aurais pu jouer cette carte-là par exemple, qui est donc un Magna Angemon, qui a un effet on play, donc je la paye 7, je la joue, je fais l'effet qui consiste à me soigner de 1, à me recovery 1 exactement. Donc, ou alors j'aurais pu jouer cette carte là, pareil c'est un level 5 qui n'a pas d'effet, mais je la recasse pour 5 et c'est un level 5 qui ne coûte que 5 qui m'aurait permis par la suite de faire des évoluer si j'avais eu besoin. Exactement. Voilà. Donc là on en est au stade où je suis à 4 et c'est encore mon adversaire. Voilà, encore une fois, c'est toujours autour de l'adversaire. Il reste dans la main phase des options possibles, c'est-à-dire jouer un Tamer comme a fait Kevin, et il reste jouer une carte option. Est-ce qu'on explique maintenant les cartes options par exemple?
On peut. Après, c'est vrai que moi, pour le coup, dans le jaune, j'en ai pas qui serait utile là tout de suite, puisque c'est mon tour de commencer. Mais on peut en expliquer. J'en On joue peut deux. juste décrire la mécanique, Ouais, bien sûr. pas forcément Bien sûr, s'il y a un bien sûr. impact intéressant. Donc jouer une option. Jouer une option, ça comporte pas mal de contraintes par rapport au reste. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais là vous voyez que dans la main de Kevin, il y a du violet, un Digimon violet. Et en fait, dans ce jeu, il n'y a absolument aucun problème pour jouer toutes les couleurs dans sa main. On peut avoir n'importe quelle couleur et jouer n'importe quel Digimon. J'insiste sur Digimon, c'est-à-dire que qu'il soit violet ou d'une autre couleur, pour le poser sur le terrain, si vous pouvez le payer, il n'y a aucun souci. En revanche, une option, ça pose déjà un peu plus de soucis pour être joué. Pareil pour les timers d'ailleurs. Un timer peut être joué dans n'importe quel deck de n'importe quelle couleur. C'est souvent ce qu'on fait. Quand si le vous arrivez, n'est voilà. pas top, Si vous arrivez à trouver une synergie quelconque avec un timer d'une autre couleur, libre à vous de mettre un timer de n'importe quelle couleur dans n'importe quel deck. Il n'y a pas de limite, sauf pour les options, c'est ce que Kiwi allait dire. Voilà. Donc, du coup, les Digimon, les timers ne sont pas vraiment contraignants à jouer. Non. En revanche, pour les évolutions, comme on vous l'a dit, la bulle de couleur est importante. On ne peut donc pas évoluer n'importe qui sur n'importe qui. Il faut respecter au moins la couleur. C'est peut-être une des seules choses contraignantes du jeu. Ensuite, donc les options. Là, vous voyez deux jaunes, une violette. Pour jouer une option jaune, est-ce que tu peux reprendre ta main, histoire qu'on se trompe pas trop. Voilà. Hop. On pose juste une option jaune de préférence. Voilà. Et joue une option jaune. Elle coûte 2. C'est marqué en haut. Il n'y a pas d'autre façon de la lire. Imaginons que c'est une option banale qui dit je la joue, je détruis un Digimon. On va pas s'occuper de la carte en détail tout de suite. Voilà, par exemple. Pour la jouer, il faut absolument du jaune sur le terrain. J'insiste, sur le terrain, mais pas que. Donc pour jouer une option, il faut un Digimon jaune, un Tamer jaune, ou par exemple un Digimon dans la Rising Area qui est jaune. Là tout de suite c'est le Digitama qui a évolué en Patamon, il est jaune, aucun souci, je peux le jouer. Un Tama suffit. Si un Tama pourrait suffire. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc un Tama suffit, mais si là il voulait jouer une carte violette par exemple, ça serait complètement interdit. Il n'y a aucun moyen de jouer une carte violette de sa main. Sur mon terrain à l'heure actuelle, je n'ai aucune carte violette qui me permet de valablement jouer cette carte-là. Ça serait différent si, à ce moment-là de la partie, j'avais joué mon Chiméramon sur quelque chose. Je suis, on va dire, je suis à 3, j'ai mon Chiméramon qui est en jeu depuis le tour précédent. Là, j'ai le droit de jouer une option violette parce que j'ai un permanent violet sur mon terrain. Si par contre, jaune à cause du patate. Voilà. Si par contre le Chiméramon est mort et que je pioche cette carte-là et que je veux la jouer, à ce tour-là, impossible, car je n'ai pas de violet sur mon terrain. Donc garde à vous, quand vous voulez mélanger les couleurs, pensez bien que toutes les options que vous allez prendre risquent de vous brûler la main si vous n'avez pas la bonne couleur sur le terrain. C'est ça. Et là où rentrent en jeu les timers, etc., qui peuvent être joués dans toutes les couleurs. Exactement. Équilibrez bien vos decks. Ne vous dites pas, ah bah c'est bon, j'ai 5 Digimon de la bonne couleur et 10 options. C'est mal parti. C'est mal engagé. Attention, on va juste préciser un truc. Ça, c'est si vous voulez la jouer de votre main. Si, par chance, vous avez une sécurité, imaginons que cette carte soit liée dans ce deck-là, que vous n'avez pas de permanent violet, mais que votre adversaire attaque votre sécurité et que vous checkez une option violette, là par contre, vous pouvez l'activer. Exactement, grâce à l'effet qui a écrit au niveau du cadenas en dessous du... Vous savez que sur les cartes, en fait, il y en a quelques-unes qui ont un effet, ce qu'on appelle un effet en sécurité, activable quand on la check, c'est les petites cartes à cadenas comme ça. Là, cette carte, c'est une Tramsword qui dit que je détruis une créature de mon adversaire qui est dégagée, donc qui est en mode active. Je n'aurais pas pu la jouer de ma main, mais si pendant le tour de mon adversaire, il la révèle, quand bien même je n'ai pas de permanent violet, l'effet s'active. Voilà. Petite précision, comment dire ça rapidement? Dans le texte d'une carte option, parfois il va être question d'une couleur. Par exemple, j'en ai pas en tête de carte, mais reprenons Tramsword s'il te plaît. Imaginons que dans cette carte, le texte, ça ne soit pas détruire le Digimon actif, mais si vous avez 3 Digimon bleus, alors vous pouvez piocher 10 cartes. Dans le cas présent,
les Digimon de couleur ne sont pas comptés dans la Rising. Je répète, Oui. si dans le texte de la carte il est question de couleur, la Rising ne compte plus. Les Tamers et les Digimon sur le terrain comptent, mais plus la Rising. Donc c'est pas forcément intuitif, et vous n'aurez pas forcément le cas de figure, mais sachez-le, un texte de carte, que ça soit une option d'ailleurs ou même un Digimon, ne prennent pas en compte la Rising. Imaginez un mur invisible où rien ne rentre, rien ne sort. Voilà. La Rising, en fait, il faut vraiment la prendre comme une zone à part. Partez du principe que, moi, c'est ce que je dis toujours quand je joue avec des nouveaux, partez du principe que dans votre tête, la Rising, elle est intouchable par votre adversaire. À partir du moment où elle est intouchable par votre adversaire, tous les effets que vous voudriez faire proc dans cette zone, ils ne peuvent pas proc. Je vais vous montrer un exemple, par exemple, typiquement, je suis à 3 PV, je suis à 5 de mana, je suis dans ma Rising, je vais jouer un Angemon pour 2, je vais piocher, et je vais essayer de mettre pour 3 une Angewomon. Angewomon, donc je pioche, ce qui me dit que quand je la digivolve, je me soigne de 1 si j'ai 3 PV ou moins. Or, si je le fais dans la Rising, cet effet de digivolving ne procera pas. Ne procera pas. Je ne peux pas me soigner si je suis dans la Rising. De même que pour les joueurs verts, ça nous est arrivé aussi quelques fois pour les joueurs verts. Vous savez, il y a un tamer vert qui s'appelle Taiga qui permet de réduire le coût de toutes les cartes qui s'appellent Tyrannomon, par exemple, de 1, ce qui permet de payer ces cartes 1 voire 0 des fois. Si vous êtes en train de faire évoluer votre Tyrannomon dans la Rising et que vous engagez Taiga pour essayer de le réduire le coût, ça ne marchera pas. Comme il a dit Kiwi, vous prenez vraiment la Rising Area comme une boîte dans laquelle rien ne rentre et rien ne sort. C'est-à-dire que les effets ne peuvent pas proquer et ce n'est pas compté comme un Digimon sur le terrain. C'est vraiment une zone à part. Et si vous voulez encore aller plus loin, imaginez que les cartes à l'intérieur sont carrément silence. Leur texte n'existe plus, leur prénom n'existe plus. Seule leur couleur existe dans le cas que j'ai cité, c'est-à-dire jouer l'option. Mais dans tous les autres cas, cette carte est blanche, elle ne possède aucun nom, elle n'a aucun intérêt, elle n'est pas présente, elle est intouchable et sauf effets explicites qui disent e-rising, hein. Sinon ça ne proc pas, ça ne touche pas. Et pourquoi est-ce qu'on pioche par exemple? Parce que ce n'est pas un effet, ce n'est pas un main effect, c'est une règle, une règle du jeu, et donc une règle du jeu surpasse évidemment d'autres règles du jeu. Il faut bien une hiérarchie des règles. C'est ça. Pour l'instant, il n'y a aucune carte à notre connaissance. Je parle sur le coup avec lui, mais il n'y a aucune carte à notre connaissance qui va interagir avec la Rising et qui va permettre à l'adversaire de toucher à cette zone. J'espère que ça va rester comme ça assez longtemps. Cette interaction n'existe pas. Voilà. Pour l'instant, ça reste une zone safe. Et d'ailleurs, n'hésitez pas quand vous jouez, notamment quand vous jouez contre du rouge ou du violet, je dirais, si vous avez besoin de faire monter votre Digimon ici pour proc les effets du level 6 notamment, n'hésitez pas à même perdre un tour de Rising et dire bon je suis là, mince, j'ai que 2. Je vais pas le faire monter parce que si je digivolve maintenant, je vais passer du côté de l'adversaire et il risque soit de me Gaia Force, soit de me Transword et je vais perdre ma pile. N'hésitez pas à garder votre truc ici. Ok, vous faites pas proc l'effet, par exemple là de Angemon, vous le faites pas, mais si c'est un autre level 5 quelconque, c'est pas grave, vous le jouez là, pour pouvoir à votre tour faire votre effet de votre level 6, attaquer et être plus en sécurité. Utilisez la Rising comme un élément tactique dans votre jeu. Vous pouvez décider, comme on l'a dit en début de vidéo, de ne rien faire, c'est-à-dire de ne pas monter, ce qui protégera votre pile des effets de votre adversaire. Et vous, ça peut vous donner un avantage tactique pour la suite, pour pouvoir faire vos gros effets. Notamment, je pense à une carte rouge, je crois que c'est la carte du starter, je crois. Il fait quoi? Tu sais, celle qui dit que quand tu la digivolve, elle gagne Security Attack plus 1. Ah, c'est le Wargreymon du starter. Ouais, voilà. Des fois, ça a un intérêt de se dire, je vais pas le monter pour pas me faire casser ma pile, et de dire, à mon tour, je fais monter, il a Security Attack plus 1, il a Security Attack plus 1 parce que j'ai mon Tamer rouge en jeu, et il a Security Attack plus 1 parce que j'ai mon Greymon en dessous. Donc vous allez les taper avec un Wargreymon à Security 4, que vous auriez pu mettre en danger si vous l'avez fait monter plus tôt. C'est un élément technique du jeu. N'hésitez pas à vous en servir.
Et la dernière option, enfin la dernière chose qui se passe en phase principale, c'est attaquer. Je Ouais. résume avant qu'on passe à l'attaque et aux descriptions des attaques. Mhm. Tout ce qu'on vient de citer, jouer un Digimon, l'évoluer, jouer un timer, jouer une option, jouer et attaquer, tout se fait dans un ordre totalement anarchique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme dans d'autres jeux, une phase d'attaque, une phase de ci, une phase de ça. Tout est fait dans l'ordre que vous le décidez. Et vous allez vous en rendre compte très rapidement dans le jeu. De toute façon, tout se passe en même temps, tout le temps. C'est ce qui fait qu'il y a parfois besoin de se poser des questions avant de jouer. Je vais vous donner justement un exemple concret avec un deck violet où l'ordre des effets est comme il a dit, assez anarchique et permet justement de mélanger les effets et d'avoir encore une fois un aspect tactique plus important. Oui, j'allais le repréciser, quand je dis anarchique, c'est pas péjoratif, c'est vraiment dans le sens où ça ne sert à rien de vous dire qu'il y a un ordre. C'est ça. Puisque de toute façon, ça dépend absolument à 99% de votre deck que vous allez faire. Il y en a qui vont jouer beaucoup de Digimon et finir leur tour par une option, jouer un timer tout de suite pour faire quelque chose. Enfin bref, le jeu c'est beaucoup plus de la gestion de mémoire que de l'ordre de tour. Le jeu se gagne à 4, allez, je dirais 70% là et 30% ici. Typiquement, là pour un exemple concret et assez rapide, j'ai un Metal Garurumon niveau 6 qui me dit que quand j'attaque, je peux raise un level 3. Et j'ai un Were Garurumon qui me dit que quand j'attaque, je peux delete un de mes Digimon pour restand mon Were Garurumon. En fait, on peut le faire dans les deux sens. Là, typiquement, je serais embêté parce que si j'attaque, j'ai rien dans ma trash. J'attaque avec Were Garurumon. Si je voulais faire proc l'effet de Metal Garurumon en premier, qui est de raise un level 3, je pourrais pas le faire. Or, du coup, comme on peut faire les effets d'héritage et les effets de cartes dans l'ordre qu'on veut, je vais décider d'attaquer avec Metal Garurumon, de faire proc en premier l'effet de Were Garurumon qui me dit de kill un de mes Digimon pour restand, et je vais faire l'effet de lui juste après. On est d'accord ? Voilà. Oui. Ce qui fait qu'en fait j'ai choisi de faire cet effet-là en premier pour pouvoir utiliser tous mes effets en même temps. Du coup j'ai kill mon Tapirmon qui me fait draw quand je le kill. Je l'ai fait raise par l'effet de métal. Et ensuite je peux réattaquer. Là j'ai plus rien dans le cimetière, mais si j'en avais eu un, j'aurais pu en renvoyer un. Donc vous pouvez utiliser vos effets dans l'ordre que vous voulez. Et ça c'est hyper intéressant. Et essayez de garder en tête ça, quelque chose que vous allez garder en tête, mais de toute façon ça va pas vous aider plus que ça. Mais quand vous avez les mêmes mots-clés sur le même Digimon, ce mot-clé va déclencher tous les mots-clés. Donc quand il y a marqué when attacking, donc, quand j'attaque, ça déclenche tous les quand j'attaque présents sur toutes les cartes de la pile. Donc à ce moment-là, imaginez que vous avez plein de boutons qui pop et vous appuyez dessus dans l'ordre que vous voulez. Est-ce que vous voulez d'abord faire l'effet qui dit que ça revient du cimetière, ou est-ce que d'abord vous voulez faire l'effet qui dit je détruis et je reviens debout, etc. Peu importe l'ordre, c'est à vous de le décider. Et si, par exemple, ça déclenche en même temps des effets à votre adversaire, sachez que vous faites votre liste complète dans votre ordre, et ensuite votre adversaire fera sa liste à lui dans son ordre. Donc, voilà. C'est le joueur qui joue qui a la priorité. Pas, je sais qu'il existe des jeux de cartes où encore en plus on peut rajouter des choses par dedans, enfin à l'intérieur, etc. Jouer des choses depuis sa main, etc. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de pile. De toute façon, dans Digimon, il n'y a pas de pile. Il n'y a pas de pile, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas d'autres interactions. C'est vraiment tous vos mots-clés qui vont se déclencher. Pour avoir joué assez souvent à Pokémon, qui est un jeu hyper stable, hyper populaire, mais hyper stable, on est un peu frustré à Pokémon parce que pendant le tour de l'adversaire, on ne fait absolument rien. On subit l'attaque. On prévoit un peu ce qui va se passer, mais on subit l'attaque. Digimon, effectivement, il n'y a pas d'interaction directe de sa main avec l'adversaire pendant son tour, mais on a toutes les sécurités qui vont avoir un impact sur la tour de l'adversaire. Vous verrez avec l'expérience que quand vous jouez contre un violet, contre un rouge ou contre un vert, par exemple, quand on n'est plus qu'à une sécurité, quand l'adversaire n'a plus qu'à une sécurité et que nous on veut attaquer, on réfléchit quand même à pas avoir ce genre de carte dans la sécurité parce que ça peut cut complètement son tour. Je pense notamment au Cannon Flower du vert qui peut engager toutes les créas qui n'ont pas bloqueur de l'adversaire, et du coup l'adversaire pense qu'il a gagné puisqu'il a 4 attaquants et l'adversaire n'a qu'une sécurité. On révèle un Cannon Flower qui interagit donc sur le tour de l'adversaire, qui lui engage toutes ses créas. Il a perdu son tour. Il a perdu son tour d'attaque, je parle. S'il a des mana, il peut faire ce qu'il veut. Mais il faut
je pense que le jeu se réfléchit aussi, comme tous les TCG, mais il faut connaître les cartes. Il faut connaître ce qu'on risque de se prendre en sécurité dans la sécurité adverse. C'est très important pour Exactement. savoir comment on déroule ses attaques. Après, rassurez-vous, plus tôt vous allez jouer au jeu, moins il y aura de mélange de couleurs, moins vous aurez de cartes à apprendre. Mais essayez de pas trop tarder parce que rapidement les gens auront plusieurs couleurs et vous serez toujours surpris par ce qui peut se passer dans un deck. Ouais, voilà, pour Comme l'a dit l'instant. Kevin tout à l'heure, une carte en sécurité n'a aucun prérequis pour être activée. Donc faites très attention, ça peut vite dégénérer. Donc pour résumer la phase principale, vous avez joué un Digimon, faire évoluer un Digimon, jouer un timer, jouer une option et attaquer. Toutes ces choses peuvent être faites dans l'ordre que vous décidez. Voilà, vous pouvez décider d'attaquer, de jouer une option ensuite pour essayer d'engager ou de détruire un Digimon adverse. Puis vous pouvez décider ensuite de faire évoluer ici pour draw, de reposer un Digimon, d'attaquer avec le dernier. Vous êtes libre dans le choix. C'est pas comme par exemple notamment à Magic où il y a une phase d'attaque. C'est-à-dire que quand on est, je crois que Digimon, pas Digimon, mais Yu-Gi-Oh c'est pareil, je crois. Il y a une phase d'attaque. Et une fois qu'on a dit j'attaque plus, je fais autre chose avec mes cartes, je suis bloqué, je peux plus réattaquer. Dans Digimon, on est libre dans la main phase. La main phase comprend plusieurs possibilités et on peut revenir et faire toutes les options possibles en main phase dans l'ordre qu'on veut. Toujours tant qu'on peut les payer, évidemment. Exactement. Il n'y a pas encore de cartes qui permettent de payer et de faire passer autour de l'adversaire et ensuite de déclencher quoi que ce soit. Pas encore. Pour l'instant. Pas encore. Mais on les connaît. On sait qu'il y a une mécanique qui s'appelle Blitz notamment, qui permet en gros, on va pas vous donner trop de détails, mais c'est des Digimon qui ont Blitz, c'est-à-dire même si je le paye par exemple 4, que je suis à 0, que je suis à 4, il pourra attaquer quand même parce qu'il a cette capacité Blitz. Bon, ça vous les verrez apparaître dans les prochaines BT. Du coup, maintenant, on va passer un peu plus. Oui, pardon, vas-y. Non, on parlait mélange de couleurs. Effectivement, en BT1 1.0, vous allez pas trop avoir de deck mélange de couleurs. Par contre, à partir du moment où vous voyez des cartes qui ont une synergie, moi je vous encourage fortement à faire des mélanges de couleurs, même s'ils sont très légers. Vous voyez, moi j'ai un deck jaune basé sur Kento Rossman qui a un effet quand il est dilette, quand il est tué. Et j'ai mis dans le deck une ou deux cartes violettes, celle-là qui dit par exemple quand je détruis un de mes Digimon, je peux détruire un level 5, et comme Kento Rossman quand il est détruit, il met moins 11 000, avec une carte qui coûte 16, je vais tuer un level 6 grâce à mon effet de Kento Rossman, et je peux tuer un level 5 grâce à mon effet de Kirnara. Donc si vous avez des petits trucs comme ça que vous trouvez dans le jeu, faites-le, c'est quand même le but d'un TCG, c'est le deck building. Exactement. Et celui-là, c'est fait plutôt bien. Donc voilà. Revenons un peu plus sur l'attaque, si tu veux bien, histoire de résumer tout ce qui peut se passer et comment ça va se passer. Je peux mettre deux Digimon de couleurs différentes, que ce soit bien explicite d'une face à l'autre. On va faire un check. Mais une petite carte de sécurité aussi. Voilà. Ça marche. Voilà. Du coup, j'attends qu'il ait fini de mélanger. Non, vas-y. Qu'est-ce que je peux dire en attendant? Donc, quand c'est à votre tour de jeu, vous êtes en main phase, vous êtes soit à 0, vous êtes à 0 ou plus de memory de votre côté, vous avez l'option d'attaquer, vous avez le choix d'attaquer. Peut-être arrêter d'utiliser des autres, c'est des mots qui ont un autre sens. Du coup, vous avez le choix d'attaquer. Là, imaginons que le violet c'est ma créature et que les bleus sont ses créatures. Et Kevin est donc à son tour avec ses cartes bleues, et moi avec mes cartes violettes, j'attends de voir ce qui va se passer. Donc Kevin décide d'attaquer, par exemple avec son Zudomon qui a 7000. Moi, je n'ai pas de bloqueur. C'est le seul effet qui permet d'interagir avec l'attaque adverse, c'est le bloqueur. Vous ne pourrez pas jouer d'option défensive, à ma connaissance, de toute façon il n'y a pas d'option défensive. Et je n'ai pas en tête un autre effet qui pourrait interagir avec l'attaque adverse. Donc le bloqueur, c'est dommage, c'est la carte bleue de Kevin, mais la carte bleue de Kevin contient un mot-clé qui dit que quand l'adversaire déclare une attaque, j'ai le droit de mettre en repos cette carte, et donc de... Ah voilà, merci Kevin. Donc je possède un bloqueur aussi du coup. Donc Kevin m'attaque avec son Zudomon à 7000. Moi j'ai le choix, soit j'encaisse cette attaque personnellement dans mes sécurités, donc mes cartes qui me protègent de la défaite, ou je décide de bloquer avec Philemon en le mettant en mode repos. Si je le fais, donc je vais le mettre en mode repos, on fait ce qu'on appelle un check de DP. On compare nos puissances et donc les chiffres en haut à droite. Il a 7000, j'ai 6000, les mathématiques sont de son côté, je meurs, mais il ne touche pas à mes sécurités, je suis protégé de cette attaque.
S'il décidait de m'attaquer avec sa deuxième carte, qui est un bloqueur, imaginons que cette carte est une carte complètement random, il m'attaque. Là, je n'ai plus... Voilà, il m'attaque avec une autre carte, parfait, qui n'a aucun effet spécifique, donc il m'attaque. Aucun effet spécifique sur sa carte. C'est à mon tour. Est-ce que je peux bloquer? Non. Donc je prends forcément un coup en sécurité. Les sécurités sont l'équivalent d'un PV. Voilà, je découvre une option qui a un effet de sécurité. J'applique son texte qui dit quand elle est découverte en sécurité, j'active son main effet. Son main effet, si vous pouvez détruire un Digimon en mode actif sur le terrain adverse. Le seul Digimon qui est en mode actif, c'est le bloqueur. Hop, il est pris. Donc là, vous avez compris tout de suite que parfois en attaquant, vous faites un trade positif, ou parfois en attaquant, vous perdez un Digimon sur une option. Donc, chaque attaque sera à réfléchir mûrement, et connaître les cartes de l'adversaire est un gros plus qui va vous faire pas mal, qui va vous soulager pas mal de temps, Exactement. qui va vous soulager de réfléchir. Pour le coup, Ouais, vas-y. Bah, c'était juste pour montrer du coup, bah là on est parti sur une option violette, mais si on avait été dans l'autre cas, Ouais, c'est le violet qui m'attaque, parce que justement j'ai mis une sécurité bleue pour bien montrer que la connaissance des cartes est hyper importante. J'ai le violet qui m'attaque, mais j'ai un bloqueur. Bon, ce violet là a Retaliation, c'est-à-dire que c'est une capacité qui fait que en gros, peu importe la comparaison des DP, les deux créatures sont détruites. Je vais décider de ne pas le bloquer, je vais prendre donc du coup 1 dans mes PV. Il se trouve que je découvre un Hammer Spark. On parlait d'options défensives. Typiquement, le Hammer Spark est une option assez forte pendant votre tour à vous, quand vous la jouez de votre main, qui coûte 0, et pendant le tour de l'adversaire. Là, typiquement, l'adversaire n'a pas réfléchi, c'est pas qu'il n'a pas réfléchi, mais il n'a pas pensé qu'un Hammer... Voilà, il s'est précipité. Il n'a pas pensé qu'un Hammer Spark pouvait se découvrir. Il avait moyen de gagner en soi. Voilà, il avait moyen de gagner, parce que on est là, il a 2 attaquants, moi j'ai un bloqueur, mais 2 sécurités, donc je vais décider de laisser passer la première. C'est un Hammer Spark qui est révélé. Le Hammer Spark fait quand il est découvert en sécurité, le joueur qui a subi l'attaque gagne 2 de memory. Comme je fais trigger ma carte et que je passe du côté de l'adversaire, son tour s'arrête, il peut plus attaquer avec son Chimeraman. Donc les choix sont très importants. Est-ce qu'on peut remettre toutes les cartes en place, les 3? Oui. Hop, les sécu et le petit Vilmon. Est-ce que tu peux mettre Chimeraman engagé? Ok. Donc nous sommes les bleus. C'est notre tour de jeu, nous avons le choix d'attaquer. Donc quand on déclare une attaque, à l'inverse d'autres jeux, on peut par exemple choisir d'attaquer un Digimon adverse. Je sais que dans certains jeux, on est obligé d'attaquer la personne et les bloqueurs se font, et les blocages se font ensuite. Là, dans Digimon, quand on voit un Digimon en état de repos, donc penché, j'aime bien dire penché, les autres ils aiment pas, mais j'aime bien dire penché, on peut aller l'agresser et donc faire un trade positif et se permettre de contrôler un Digimon avec n'importe quel autre Digimon. Donc là, évidemment, on va utiliser Leopardmon qui a 11 000 contre 7 000. Donc j'effectue cette attaque, hop, mon Chimeraman saute, et j'ai, comme Kevin va le montrer, le choix de bloquer aussi ce type d'attaque. Je ne bloque pas que les attaques directes, je peux aussi protéger mes autres Digimon, encaisser cette attaque sur Villemon, hop, et sauver mon Chimeraman de cette attaque. Bon, forcément, avec le terrain qu'il a en face, il pourrait même aller le chercher, etc. Mais bon. C'est toujours ça de gagner, vous verrez que parfois vous ferez tout pour regarder un Digimon en vie et parfois d'autres notamment si au tour d'après vous voulez poser un level 6 en fait par dessus. Exactement. Si vous avez besoin d'un level 5 en vie pour pouvoir faire proc vos épées de vos level 6, vous allez essayer de sauver parce que là typiquement l'option que j'ai moi c'est de faire 7 contre 7 mais je perds les deux et après continuons comme ça. Donc j'ai bloqué la première attaque. Je me dis bon, ça y est, je suis sauvé. Il va quand même pas se suicider dans mon Digimon. Et là, tu le fais quand même. Hop, on se suicide. 7000, égalité. Tous les deux, on meurt. Et voilà, fin du tour. Je joue quelque chose, fin du tour, etc. Je suis en violet maintenant. Et là, on voit que son Leopardmon est accessible. On se dit bon, mon 4000 ne va pas faire le poids, mais finalement, avec son effet, je peux gagner ce trade qui serait complètement à mon désavantage dans d'autres circonstances. Donc il existe des effets sur certaines cartes qui permettent d'aller chercher plus fort que soi et de gagner. Il existe même encore d'autres effets qu'on verra plus tard qui permettent d'aller chercher un Digimon et une sécurité et d'être quasiment imbloquable. D'ailleurs il y a aussi un blocage. Bref, donc attaquer c'est aussi laisser ces Digimon en danger en soi. C'est les mettre dans une position de faiblesse et
comment dire, et de les laisser libres à la merci l'adversaire de son adversaire. voilà, aller les chercher. Alors que si je n'avais pas attaqué avec aucun de mes Digimon et que lui en bleu n'avait attaqué avec aucun de ses Digimon, les Digimon en mode actif ne sont pas targetables, choisissables par une attaque. Donc peser le pour et le contre, aller chercher une sécurité quand c'est safe, c'est bien. Laisser son Digimon en mode repos sur le terrain, c'est parfois pas une solution envisageable. Ouais, même si on a un bloqueur, ça peut aller très vite. On avait le même terrain et vous voyez que là, bah, il est positif, quoi. Au final, il va être positif. Là, Kevin rajoute une carte pour donner envie aux gens d'aller encore plus loin en violet et de montrer la subtilité du jeu violet. Parfois, le violet aime bien s'auto-détruire parce qu'il a des effets des effets de mort. Ouais. Et c'est plutôt intéressant de final perdre des combats carrément, de parfois carrément perdre un combat juste ça pour donne un avantage certain. Exactement. Là pour le coup typiquement soit je me débarrasse de son level 6 parce que j'ai le contact mortel et j'ai fait un bon trade, soit il va certainement essayer de me bloquer, on va mourir tous les deux, mais du coup moi mon l'effet d'héritage, donc je sais pas si on vous a expliqué, mais dans Digimon on met les cartes comme ça les unes sur les autres parce que la grosse mécanique intéressante du jeu, c'est ce qu'on appelle les capacités d'héritage, c'est-à-dire de pouvoir que le Digimon qui est face visible, celui qu'on voit le plus, n'a pas uniquement ses capacités, c'est-à-dire les cartes qui sont dans son encart, dans sa photo, il va en plus hériter des capacités d'héritage des Digimon du dessous. Et là, typiquement, Devimon, il a, en plus d'avoir le contact mortel en lui-même, c'est-à-dire dans sa photo, il a la capacité de Devimon qui dit que quand il est détruit, je pioche 2 et je peux défausser une carte de ma main. Et donc ça fait du plus 1 dans la main, ça permet d'aller chercher 2 réponses potentielles, et surtout le contact mortel, ça permet, à la rétiliation, ça permet vraiment d'aller gérer des grosses cartes, quoi. Et si je peux me permettre de resynthétiser encore, comme on l'a dit tout à l'heure, les effets d'héritage, s'ils ont le même mot-clé, se déclenchent tous en même temps. Donc pensez à bien les ordonner pour ne pas se mettre à piocher à la fin du tour quand on n'a plus d'énergie pour les jouer. Ouais. Parfois, se suicider entre guillemets en violet au début du tour pour voir ce qu'on a en main, pour voir ce qu'on va faire pendant le tour est une option envisageable. Alors que d'autres couleurs ou même dans d'autres TCG, je pense que c'est inenvisageable de tout de suite attaquer et d'ensuite faire son tour. Tout à fait. Après, rappelez-vous que chaque attaque est à peser parce que si vous touchez une sécurité qui vous fait perdre votre tour, vous risquez d'être très 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 déçu. Exactement. Notamment, donc résumons un peu l'attaque qu'on a vue. Je vais remettre encore les 3 cartes. Ouais. Voilà, donc quand les Digimon sont tous en mode actif, ils ne peuvent pas s'entre-attaquer, sauf cas exceptionnel, mais de toute façon, si votre carte le dit, vous n'avez pas besoin de nous pour le savoir. Ouais. S'ils sont en mode repos, ils sont parfaitement une cible potentielle, et dans tous les cas, on peut toujours aller attaquer l'adversaire. Peu importe ce qu'il a sur son terrain, on peut déclarer une attaque sur lui et déclencher nos effets. Sachez-le, même s'il a un bloqueur, ça ne vous empêche absolument pas d'essayer d'attaquer avec un Digimon plus faible, juste pour déclencher vos effets. Oui. Donc Zudomon est engagé, Millenniumon peut l'attaquer, voilà, aucun souci. Et là, c'est au tour de Kevin de décider s'il bloque ou pas. Voilà. C'est son choix. Typiquement là, ouais, vas-y. Bah, typiquement là, je veux dire, c'est encore une fois, c'est de la connaissance des cartes, mais on m'attaque à 13 000 sur mes 7 000. Si je bloque pas, ok, mon Zudomon va mourir, mais derrière, j'ai un Chiméramon qui va frapper à 7, que je pourrais bloquer avec mon 6, mais je vais mourir. Alors que si je bloque là tout de suite Millenniumon avec mon Grizzlymon, derrière le Chiméramon il va hésiter à venir me taper sur mon 7 parce qu'on va mourir tous les deux. Encore une fois, dépend de ce que vous voulez garder sur exactement. le terrain. Et parfois, en fait, sachez que pour gagner dans Digimon, il suffit de taper 6 fois l'adversaire. C'est simple, c'est bête, mais il suffit de taper 6 fois. Alors, pas tout à fait, ça dépend des couleurs. En jaune, tu vas le taper plus que 6 fois, par exemple. Non, mais si les cartes sont toutes vierges, peu importe la couleur, taper 6 fois fait gagner la partie. Vous avez 5 sécurités et il faut une attaque supplémentaire pour achever l'adversaire. Donc, pensez à bien peser le pour et le contre de bloquer ou non une attaque, parce que c'est peut-être la dernière chance que vous aurez de bloquer une attaque. Est-ce que vous voulez vraiment protéger tous vos Digimon au point de vous laisser sans défense, etc. Pesez toujours le pour et le contre. 6 coups suffisent à vous tuer.
Ouais. Après, oui, il y a des joueurs, il y a des couleurs qui permettent de se soigner, d'avoir plus de sécurité. Il y en a qui sont certains que leur sécurité sont impassables, donc tout va bien se passer pour eux s'ils se font attaquer. Mais sachez-le, 6 coups et vous êtes mort. Donc pesez bien le pour et le contre de chaque blocage et de chaque attaque. Tout à fait. Donc là, on a dû faire le tour des attaques. Je vois rien de spécial. Non. Aussi peut-être dire ce qui se passe quand on security check un peu tout. Maintenant qu'on a vu les attaques, peut-être dire ce qui peut se passer en sécurité sans rentrer dans les détails de chaque carte qui existe. Mais... Bah, on va donner quelques exemples. Là, j'ai quelques decks de plusieurs couleurs. Je vais donner quelques exemples effectivement de choses qui peuvent se passer en sécurité qui peuvent être désagréables. Le temps qu'il cherche ces cartes, je vais aussi préciser, vos sécurités sont composées de 5 cartes de votre deck au hasard. Donc quand vous préparez votre deck, rappelez-vous que 5 de vos cartes vont se retrouver en sécurité. Ne négligez jamais de mettre des cartes qui ont un intérêt en sécurité. Parce qu'au début, vous allez vous dire que vous faites un deck pour gagner la partie. Mais rappelez-vous que si votre deck, quand vous vous faites frapper, ne vous protège pas, c'est un mauvais deck. Dans un deck, il doit y avoir une dizaine de cartes qui sont efficaces en sécurité. Quand je dis efficace, plus que c'est ça, pas forcément faire passer un tour ou autre, mais juste avoir trop de petits Digimon fait que votre adversaire n'aura aucune crainte en attaquant vos sécurités et du coup il ne prendra jamais la peine de réfléchir à ses attaques, il se fera juste plaisir. Alors que comme on va le voir là tout de suite sur certaines cartes, pensez à mettre des cartes qui protègent vos sécurités, c'est important. Donc allons-y. Voilà, là, je vous ai mis un petit panel, voilà, un petit panel de cartes qui sont intéressantes à retrouver en sécurité. Bien évidemment, on trouve massivement des options qui ont ce petit cadenas qui donne un effet en sécurité qui vont pouvoir permettre en fait de répondre à l'attaque de l'adversaire, mais on néglige pas non plus quand Kiwi vous dit une dizaine de cartes. Oui, on pense notamment aux options et aux timers, parce que tous les timers qui coûtent 4, même ceux qui coûtent moins, de toute façon, les timers de manière générale, si on les révèle en sécurité, on va pouvoir les play, donc ils vont pouvoir faire leurs effets, mais on néglige pas non plus les Digimon qui ont un gros pouvoir et qui ont des gros DP, qui vont pouvoir vraiment répondre à une attaque. Typiquement, je veux dire, quand on a un Millenniumon, que ce soit un Millenniumon, un Omegamon, ou même un Digimon à 12 000, parce que qu'on va dire, allez, 80% des Digimon level 6 sont des Digimon à 11 000 en général, avec des gros effets. Mais révéler un Digimon à 13 000 en sécurité, c'est se donner 8 chances sur 10 de tuer le Digimon qui vient attaquer la sécurité. Donc, un gros Digimon dans votre deck, c'est une sécurité intéressante. Pareil pour les options, pour le coup, les Tamers, on nous a parlé, mais une Gaia Force en sécurité, c'est le rêve de tous les joueurs, de tous les joueurs rouges, mais non, de tous les joueurs tout simplement, parce qu'elle et le cauchemar de tous les autres. Voilà, elle détruit n'importe quel Digimon, qui soit en mode action, qui soit en mode repos, qui soit blanc, rouge, jaune, peu importe, elle les détruit. Donc c'est destruction sans condition. Vous faites cette attaque, vous révélez une sécurité, cette sécurité est Gaia Force, vous perdez un Digimon. C'est simple, net et précis. C'est vous attaquez, vous perdez un Digimon. Voilà. Donc ça c'est pour la Gaia Force. L'option destructive du jaune, qui pour l'instant, on va pas se le cacher, est un peu éclatée au sol, mais bon. C'est un équivalent mais qui est très limité. Elle a le mérite d'exister. Pareil, je la révèle en sécurité. L'effet dit que j'active l'effet principal, c'est-à-dire je mets moins 10 000. Alors, moins 10 000, on va tuer quasiment aucun level 6, mais on va pouvoir tuer quasiment tous les level 5. Donc si le... 5 et moins du coup. Ouais, 5 et moins. 90% du jeu. C'est ça. Si mon adversaire a deux attaquants, que moi j'ai qu'une sécurité, que la dernière que je révèle c'est ça, je me protège de la seconde attaque puisque je vais tuer son level 5 à côté. Pareil pour la Trump Sword, qui est la carte destructive du violet, qui dit tout simplement je détruis une carte. Là aussi, il y a un peu comme la Gaia Force, il n'y a pas de condition de level ou de force. La seule condition pour détruire avec la Trump Force, c'est qu'il faut que la carte soit en mode action. Il faut qu'elle soit dégagée. Si elle est engagée, elle se protège de la Trump Sword. Donc un conseil, quand vous jouez contre du violet, la carte que vous ne voulez pas perdre, vous attaquez en premier avec. Parce que du coup elle est protégée de la Trump Sword en sécurité. Hammer Spark, il existe une carte à peu près similaire en violet. Typiquement, si j'ai deux attaquants, pareil encore une fois, que je suis quasiment sûr de gagner, j'attaque avec le premier, hop, la carte que je révèle c'est Hammer Spark, je suis qu'à 1, je passe du côté de mon adversaire, j'ai perdu mon tour et l'adversaire avec le jeu. Donc Hammer Spark aussi, un effet en sécurité. Holy Flame en jaune, Holy Flame il dit tout simplement, quand elle est révélée en sécurité,
tous les Digimon de l'adversaire, donc qu'il y en ait 1, 5 ou 10, gagnent sécurité attaque -3. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'elles aient sécurité 4 pour pouvoir encore frapper la sécurité. Donc une fois qu'elle est révélée en sécurité, elle met quasiment fin au tour d'attaque, on parle bien que de l'attaque, pas de la même phase, elle met fin au tour d'attaque de l'adversaire. Attention, petite précision, parce qu'on n'en a pas forcément parlé, parce que là on rentre encore dans des considérations un peu plus deep dans le jeu, mais il y a une couleur qui peut tourner autour des options, c'est le vert, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, une option, on va plutôt parler de celle-là par exemple, une option va marcher sur tous les Digimon de la Battle Area. Par contre, elle ne pourra jamais proc sur les cartes de la Raising. Et le vert, à l'heure actuelle, a un timer vert qui s'appelle Mimi, qui permet en main phase de l'engager et de faire monter un Digimon qui était pourtant en Raising, qui vient d'arriver, qui est tout frais, et de le faire monter et d'attaquer quand même, parce que la règle de base étant un Digimon qui sort de la Raising peut attaquer, peu importe s'il est arrivé ce tour-ci ou pas. Donc normalement dans les autres couleurs on se pose pas la question, mais en vert on doit se la poser, puisque si l'adversaire si je proc une Holy Flame dans la sécurité de l'adversaire, je me dis bah, je suis tranquille, tous les Digimon qui sont là peuvent pas attaquer. Si mon adversaire est vert, il peut engager son timer et faire monter un Digimon qui n'est pas affecté par ce que je viens de révéler, et attaquer et mettre le dernier coup si j'en avais besoin. Je me permets des petites précisions sans rentrer dans les détails. Toutes les options ne sont pas automatiquement jouées quand en sécurité elles apparaissent. Attention, il y a le cadenas et une phrase à côté de ce cadenas. Cette phrase est très claire, même si vous avez l'impression que c'est très souvent la même chose. Pensez à bien relire vos cartes. Il existe des cartes avec un cadenas, mais à côté la bulle est vide. C'est-à-dire que quand vous la révélez en sécurité, il ne se passe rien. Donc encore une fois, quand vous faites vos decks, si vous en mettez 4, dites-vous que vous avez une chance d'avoir une de ces 4 cartes dans vos sécurités qui ne fera aucun effet. D'autres cartes remontent directement dans votre main. Et surtout, je précise, les options ont un texte, mais quand vous révélez un Digimon, il n'a aucun texte. Considérez que c'est juste une force d'attaque. Peu importe ce que vous allez révéler, même s'il a vengeance, même s'il a bloqueur, même s'il a si je suis détruit, peu importe son texte, quand vous révélez un Digimon en sécurité, ce n'est plus un Digimon. C'est une carte de sécurité qui possède des DP, et ces DP sont la seule chose que vous allez vérifier. Donc voilà un exemple de carte qui, une fois checkée en sécurité, revient dans votre main par exemple. Voilà, elle n'a pas le même effet en sécurité que quand on la joue de la main. Une Hit Viper qui est révélée en sécurité va dans sa main, va dans la main du propriétaire, c'est le texte de la carte en sécurité. Elle permet juste de dire à votre adversaire, attention, au tour d'après, j'ai un Hit Viper en main, tu sais qu'avec ça, je peux détruire deux de tes level 4. Donc quand l'adversaire va voir qu'on a check ça, il va jouer certainement différemment. Et donc un timer, comme on l'a dit, quand il est révélé, il a aussi un texte de sécurité. Absolument. Et je crois qu'il n'en existe pas qui ont un autre texte que jouer ce timer gratuitement. Exactement. Et ça déclenche évidemment son effet. Son on play, voilà. Typiquement, ça déclenche son effet. Voilà. Imaginons que je sois comme ça, hop, je check mon ticket qui dit que quand je le check, je le joue, et du coup, même si c'est le tour de mon adversaire, je le joue, je fais l'effet, je prends mes trois sécurités, je récupère une carte, je la montre à mon adversaire, elle est jaune, je reprends une carte de mon deck, je me soigne de 1, je les replace, et donc du coup mon adversaire sait que à partir du prochain tour, j'aurai cette faculté de me setup directement à 3, ce qui change toutes les games. Exactement. Donc encore une fois, quand vous faites un deck, pensez à vos sécurités. Qu'est-ce qui se passe si j'ai ça en sécurité? C'est nul. Si j'ai ça, c'est pas trop mal. Si j'ai ça, c'est bien. Je vais vous donner un nombre magique. Ce n'est pas une vérité vraie, mais sachez que si vous attaquez en sécurité avec moins de 7000 d'épée, vous avez de fortes chances de ne pas passer votre attaque. Souvent, on se l'imagine comme ça parce qu'on a construit beaucoup de decks, parce qu'on a vu beaucoup de parties. Taper à moins de 7000, c'est vous dire que vous allez peut-être mourir. Mais en soi, vous faites une attaque, vous avancez dans votre partie, vous faites un pas de plus vers la victoire. Ce n'est pas un souci, c'est juste, dites-vous que quand vous allez regarder des matchs, vous vous dites, oh, il a plein de Digimon sur le terrain, pourquoi il attaque pas? Bah, peut-être qu'il se dit qu'il a envie de les garder pour le tour d'après. Parfois, c'est une erreur. On le voit à la fin de la partie, dans les sécurités, il n'y avait aucun danger, et en fait, on aurait pu gagner, il y a 4 tours, mais petit à petit, vous allez être frustré si vous attaquez à chaque fois et qu'à chaque fois, vous mourrez. Rappelez-vous de ce chiffre magique, 7000 j'attaque pas, 7000 je peux essayer, en dessous de 7000 j'évite d'essayer. C'est dangereux. Pour finir avec les sécurités, à moins que tu vois autre chose Kevin, on peut parler de Security Plus. Il existe une mécanique qui permet de checker plusieurs sécurités d'affilée.
Souvent c'est écrit sur le Digimon en tant que tel. Il y a des options rouges. Il y a pas mal de façons de pouvoir attaquer plusieurs fois. Qu'est-ce que ça implique? J'ai un Digimon qui a une attaque de sécurité non augmentée. De base, on a tous, entre guillemets, sécurité attaque 1. De base, tous nos Digimon ont 1. C'est pour ça qu'il existera une méta où vous jouerez plein de petits Digimon très faibles, mais qui, comme ils font une attaque de sécurité, c'est un pas de plus. Et donc, plein de pas, ça fait pas mal de distance. Et il existe aussi d'autres façons de jouer, c'est-à-dire de monter un seul Digimon, qui lui peut taper très fort en termes de sécurité, c'est-à-dire plus 1, plus 3, plus 4, plus 5. Donc là, imaginons que ce Wargreymon est parfait. Voilà. Il lui manque un Tama, mais c'est pas grave. Yes. Il évolue. Voilà, merci. Hop. Donc, on va pas rentrer dans chaque détail de chaque carte machin. Croyez-nous sur parole. Je joue ce Digimon. Je l'évolue. Son effet s'applique. Il gagne 1 de sécurité. Donc alors, il a 1 de base. Il gagne pas que 1. Celui-là, typiquement, il gagne 1 par tranche de 2 sources dessous. Donc il a 1 de base, il va gagner 2, il va gagner 3 et il va gagner 1 de plus par l'effet du ténor. Donc là tout de suite, il a tel quel, il a sécurité attaque 4. Voilà. Donc qu'est-ce que ça implique d'avoir sécurité attaque 1 plus 3? 1 plus 3 veut dire que quand j'attaque, je fais une attaque, qui n'est pas un check de sécurité. Faites bien la différence, chaque Digimon a une attaque. S'il y a des sécurités, ça enlève une sécurité, s'il n'y en a plus, tu gagnes la partie. C'est une attaque, la première. Et il reste 3 autres security check. Ça, ce n'est plus des attaques, ce sont que des security check. Ça implique que je fais mon attaque, je dévoile ça. Ça s'applique, mais c'est pas grave. Imaginons que les cartes ne sont pas importantes au cas où, parce que si on meurt, on serait un peu déçu. Voilà, là on serait déjà mort, par exemple. Les security attaques plus X. Donc j'ai attaqué une fois, j'ai fait 3. Voilà. Tout s'est bien passé, mon Digimon est resté en vie. Négligeons ce qu'il y a sur les cartes. Voilà. Vous voyez un Digimon, il a quasiment l'état de l'adversaire. Si, imaginons, il est plus 10, vous enlevez toutes les cartes de sécurité, mais vous ne gagnez pas la partie. Même si vous êtes en overpower, vous ne gagnez pas la partie. Le seul moyen de gagner, c'est d'effectuer une attaque directe et non pas une security attaque. Voilà, ce Digimon n'a aucun pouvoir spécifique, il peut juste faire son attaque basique, mais il n'y a plus de sécurité, il n'y a pas de bloqueur, boum, je gagne la partie avec cette attaque supplémentaire. Voilà pourquoi il est important d'avoir plusieurs Digimon, parce qu'un seul ne peut pas vous faire gagner. Il vous faudra forcément plus de Digimon ou plusieurs attaques. Donc remettons les sécurités et parlons du cas de figure qui va vous arriver à chaque fois, c'est-à-dire mourir. Donc là on a décidé que les cartes n'avaient aucun effet. Donc il avait tout réussi, tout s'était bien passé. Comme ça. Voilà, dans la vraie vie ce qui va se passer c'est ça. J'ai un Digimon. Il a une attaque de base et 3 sécurités supplémentaires. Première attaque, il dévoile un Tinkermon à 3000. Bon, tout se passe bien, j'ai gagné. Les dégâts ne se cumulent pas. J'ai toujours 12 000. Il a toujours... Enfin, il n'est pas blessé. Ah, une option. Cette option s'active, je perds 10 000 points d'attaque, de DP. Donc de 12 000, je passe à 2000. Je suis plutôt faible. Tac, un deuxième. Là, je suis carrément détruit. Et quand on est détruit en security check, c'est terminé. On ne fait pas la suite des security check. Là, normalement, il y en avait un supplémentaire à faire. Je suis détruit, je ne peux pas les faire. Si mon tour passe, par exemple avec le Armor Spark que vous avez vu, je perds mon tour parce que j'ai plus de memory et security check continue. Si je pioche une carte, enfin si je dévoile une carte de sécurité noire qui me fait dédigivoluer, c'est-à-dire régresser en niveau, je peux continuer à attaquer parce que je ne suis pas détruit. Je régresse, je suis donc niveau 5, hop, je régresse, mais je ne suis pas détruit, je continue. Par contre, je suis toujours faible. Et voilà, et donc, soit ça continue bien, soit ça s'arrête. Le seul moyen de se faire arrêter une security check, c'est de mourir ou de dévoiler quelque chose qui retire des security checks, évidemment. J'espère que ça a été plutôt clair parce que c'est un peu dense comme ça, mais c'est pour que vous sachiez que ce cas de figure existe. On check, on peut checker plusieurs fois avec le même Digimon. Par contre, s'il est détruit, c'est terminé. S'il n'est pas détruit, ce n'est pas terminé. Sachez-le. Si votre adversaire commence à râler parce que c'est à son tour de jouer, nanana, vous lui dites mon tour sera terminé quand j'aurai terminé mes security checks. Tant que je suis pas détruit, je continue. Exactement. Donc comme je l'ai expliqué, s'il n'y a plus de security, peu importe que vous ayez des checks supplémentaires, ça s'arrête là.
Ok. On peut dire d'autres. Bah, je pense que sur les On a phases, plutôt fait le tour. on a plutôt fait le tour. Je te propose de peut-être mettre un terme à la vidéo avec quelques mots-clés. Tu veux quand même commencer des mots-clés? Je ne sais Ah, pas. on peut parler de En tout cas ouais. des petits simples, des petits simples, ceux qu'on va Bah, rencontrer. les trois premiers, on va dire. Apparition, évolution, attaque. Tu C'est veux les dire basiques. les Unplay, unplay? Digivolve et when attacking. Ouais, bah, même si on en a Et déjà parlé, mais effectivement, il faut bien différencier le when digivolving et le onplay. Typiquement, ben voilà, Magnangemon a un onplay. Onplay, on l'a dit, c'est quand il est payé dans le coup de la bulle bleue. L'effet onplay, c'est que sans condition, quand je le joue pour 7, eh ben je me soigne de 1. À la différence du When Digivolving, là typiquement avec Entorosmon, je le paye 3, donc systématiquement un jeu de rôle. When Digivolving, ça donne un effet, donc là c'est Security Attack -2 sur 5 Digimon de mon adversaire. Typiquement, je bloque les créatures de l'adversaire. La première chose, je pense qu'effectivement, s'il y a deux mots-clés auxquels il faut bien retenir dès le départ, c'est When Digivolving et Unplay. Parce que très souvent, vous allez vous casser les dents dessus, quoi. que là, imaginons qu'on ait un petit Digimon et qu'on mette Magnangemon par-dessus pour moins cher, parce qu'on n'a pas envie de donner plein de mémoire à l'adversaire. Voilà. Là, on évolue. On se dit, ah bah c'est bon, je viens de le jouer. En fait, non, vous ne l'avez pas joué. Vous avez fait évoluer Angemon en Magnangemon. Ce n'est pas pareil et de toute façon, vous ne payez pas le même prix. Donc sachez-le, quand on évolue, on paye souvent moins cher que si on l'avait joué de base. Donc c'est normal d'avoir des effets qui soient intéressants quand on le paye plus cher. Donc, évoluer, ça vous fait piocher une carte, mais ça ne vous fait pas l'effet unplay. A l'inverse, digivoluer, ça ne s'active pas si vous payez la carte cash. Si vous l'évoluez tel quel, hop, vous payez 3, vous activez l'effet d'évolution. Souvent, vous remarquerez que les Digimon les plus hauts niveaux, donc ceux qui demandent la plus grosse pile pour arriver, sont souvent en effet d'évolution, et les Digimon plus bas sont souvent en effet d'apparition. C'est logique. On va plutôt avoir tendance à payer un Digimon faible pour le faire apparaître tout de suite et avoir un effet qui donne envie de coup de payer cet effet, ou on préfère et on va limiter les gros effets à des grosses piles. Donc enfin, il faut que vous maîtrisiez un peu les cartes, mais concrètement, vous ne trouverez jamais un Digimon qui coûte 12 qui a un effet de on-play. C'est très rare. Il en existe quelques-uns, mais c'est très très rare. Et c'est un effet tellement puissant que vous n'allez pas avoir de doute. Cet effet-là ne coûtera jamais 3. Et à l'inverse, vous aurez des effets d'évolution qui ne seraient inenvisageables de payer une fortune. Enfin, quand j'évolue, je pioche 1, vous n'allez jamais payer 7 pour piocher une carte. Vous verrez avec le jeu, les choses sont bien faites, les japonais ils sont comme nous, ils aiment pas payer cher les trucs, ils sont pas cons, ils ont tout bien pensé. Donc découvrez le jeu petit à petit, mais pensez bien aux mots-clés. Apparition, donc unplay, je paye le coût dans la case bleue qui coûte souvent plus cher, et j'active cet effet en arrivant sur le terrain. When Digivolving, je monte par-dessus un Digimon, j'apparais pour moins cher, je fais donc cet effet là. Et les when attacking, qui sont souvent les effets les plus perturbants, car souvent en héritage, je déclare une attaque, peu importe la cible souvent, je déclare une attaque, et là tous mes effets, donc when attacking, s'activent sur ma carte. Ah oui, j'ai oublié de préciser quelque chose. On m'a déjà fait la remarque, j'ai un effet de on-play sur une carte, je joue une autre carte. Sachez, enfin, peut-être que pour certains ça semble pas pertinent, mais on m'a déjà posé la question. Est-ce que tous les on-play s'activent peu importe le Digimon? Non. Le on-play s'active pour le Digimon que vous jouez. Magnadramon, que vient de montrer Kevin, il a un effet d'on-play. C'est pas parce que je joue d'autres cartes que ça réactive son effet. C'est vraiment le jouer lui qui active son effet. Vous allez le voir de toute façon, les textes sont plutôt clairs. Normalement, il n'y a pas raison de se poser cette question, mais vu qu'on me l'a posé, j'imagine qu'il y a une carte qui a fait douter la personne, mais je joue une carte, cette carte active son effet. Ça n'active pas les autres effets. En revanche, les when attacking, ça active les effets d'héritage de nos propres cartes. Sous Kentarosmon, il y a des effets d'héritage, même si on les voit pas forcément très bien à cette distance. Ils s'activent quand on attaque. C'est ça, hein, Kevin?
Tout à fait. Donc, vous les verrez sur la vidéo. Je mettrai des cartes en surimpression, vous les verrez bien. Typiquement, Kento Rossman attaque à normalement 11 000 et Magna a comme capacité d'héritage de donner plus 1000 par tranche de 3 sécurité. Donc, j'attaque à 11 000, effet de Magna Angemon, je gagne plus 1000 sur Kento. Donc, Kento a 12 000 parce que j'ai 3 sécurités. Si j'étais à 6 sécurités, ce qui peut arriver en jaune sans trop de problème, je serais à 13. Si j'étais à 9, je serais à 14. Voilà. Et encore une fois, vous avez le choix de l'ordre. Faites bien attention quand l'adversaire a aussi des effets dans le même timing que vous, c'est-à-dire quand il est attaqué, quand il est détruit, tout ça, c'est bien vous qui faites toute votre liste. Donc n'essayez pas de vous dire je ferai cet effet après l'effet de mon adversaire, ça ne marche pas. Il y aura souvent le cas où vous voudrez pas forcément avoir tel effet avant l'autre. C'est votre tour, vos effets. Ensuite, c'est sa résolution, ses effets. Et si vous pouvez encore, c'est à la fin de tous les effets, c'est encore votre tour. Faites bien attention à ça. Vos effets, votre tour, les effets de l'adversaire. Si les effets de l'adversaire vous laissent à votre tour, vous reprenez la main et vous pouvez continuer votre main phase. Donc, bien lire vos cartes, bien lire les cartes de l'adversaire, ne pas attaquer à l'aveugle. Et puis voilà, on a plus ou moins le tour là. Le reste, soit vous devez l'avoir lu de toute façon. Nous, c'était vraiment pour imager les règles, mais lisez bien les règles, prenez le temps de jouer. Vous verrez que c'est pas si compliqué. Je pense qu'on a plutôt éclairci certains points. C'est pas un jeu aussi compliqué qu'un jeu à pile. D'une manière générale, les histoires de pile mettent pas mal de brume dans les cerveaux des gens, mais il faut pas non plus le prendre pour un jeu hyper facile. Les mécaniques sont faciles, par contre c'est un jeu de choix. C'est des décisions. C'est du contrôle de memory. Tant que l'adversaire n'a pas son timer, on va se débrouiller pour payer des cartes, pour le faire tomber à 1 ou à 2. Quand on joue contre du rouge et que l'adversaire est niveau 5 et qu'on craint l'Omnimon et on va pas lui, enfin si on peut ne pas le laisser à 2 parce qu'on sait qu'il y a des level 6 qui coûtent que 2, qui lui permet de faire son level 6 puis son Omnimon. Donc si on peut le laisser à 1, on se protège du level 7 par exemple. Donc vraiment la connaissance des cartes, la gestion de la memory et les choix, c'est les 3 clés du jeu. C'est ça. C'est une partie d'échec en fait. Vous développez vos cartes, sauf que là vous devez les payer. Vous devez payer vos choix. Une fois que vous avez fait vos choix, c'est au tour de l'adversaire de faire ses choix. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'interaction, mais vous allez voir que très vite, même ce manque d'interaction va vous sauter. Enfin, il n'y aura plus ce manque d'interaction pour vous. Parce que même quand l'adversaire prend une décision, vous avez des décisions qui vont tout de suite apparaître dans votre esprit. Et même si vous ne pouvez pas les faire de votre main, ou vous ne pouvez pas jouer quelque chose physiquement tout de suite, pensez à vos effets. Vous allez voir que vos cartes peuvent vous protéger, et ne pas lire vos cartes et laisser l'adversaire faire son tour sans faire attention à vos cartes, ça peut vous coûter une victoire. Quand vous jouez violet... Pardon, vas-y. Non, vas-y, je te laisse finir. Quand vous jouez violet, par exemple, vos héritages sont souvent quand je suis détruit. Et quand vous êtes détruit pendant le tour de l'adversaire aussi. Quand l'adversaire décide de vous détruire, ça active vos effets. Si vous ne les lisez pas et que vous ne les retenez pas, vous pouvez perdre des pioches, vous pouvez perdre de la mémoire, vous pouvez perdre. Et puis de toute façon, il y a souvent marqué sur les cartes que ce soit si c'est que à votre tour ou si c'est pour les deux tours. S'il y a marqué your turn, c'est que pendant le vote. Si c'est marqué boss turn, c'est que c'est pendant les deux. S'il n'y a rien marqué, je pense notamment à voilà, typiquement Gabumon qui a un effet on deletion. On deletion, ça veut dire quand il est détruit, il peut être détruit à votre tour ou au tour de l'adversaire. Peu importe. Donc, même si vous n'êtes pas actif, vous êtes resté impliqué dans votre partie comme ça. Et puis j'aime bien la comparaison que tu donnes, Kiwi, sur le terme jeu d'échecs. Moi, quand je vois le jeu d'échecs, je vois vous savez, les échecs avec les timers où on a le timer sur le côté pour dès qu'on a fini un tour, ça passe à l'adversaire. Digimon se joue relativement rapidement, dans le sens où même s'il y a des phases où vous allez devoir réfléchir parce que vous devez réfléchir à ce qu'il y a en face ou si vous attaquez ou pas, ne soyez pas frustré si votre tour, en tout cas en début de partie, se contente de faire level 4, level 5, je draw, à toi. Ça va relativement vite dans les choix, et au final une partie dure, je dirais, entre 20 et 25 minutes. Une manche. Après, c'est toujours pareil, hein, on peut très mal sortir. Il y a
deux règles de base qui sont discutables, que la communauté discute, mais pour l'instant ce sont les règles officielles, donc on ne peut pas faire autrement. C'est pas de mulligan, donc votre main de base c'est votre main de base. Le pas de mulligan se justifie par le fait que toutes les cartes sont jouables. Typiquement, voilà, je peux payer 5, je peux payer 12. Il est très rare dans le jeu d'arriver avec une main qui n'est pas jouable et de vous obliger à passer votre tour. C'est très Voilà. rare, vous pouvez forcément payer très cher quelque chose. Voilà, même Mais si c'est pas, sachez-le- si c'est pas un bon play, on peut le faire. Voilà, vous pouvez faire de mauvais tours, mais vous pouvez faire des tours. Voilà. Et passer votre tour sera pour moi la dernière des dernières solutions. Parce que ça, on Pour l'a moi, pas au dit, mais début du passer jeu- votre tour, ça, peu importe si je suis à 8 et que je veux rien faire, passer votre tour, ça veut dire donner 3 à votre adversaire, quelle que soit la situation. Qu'il ait un timer, qu'il en ait pas, dans tous les cas, c'est le faire passer à 3. C'est ça. Donc, passez votre tour, faites-le vraiment en dernier recours. Au début du jeu, je vous conseille, même si c'est pas forcément de bons tours, jouez vos tours, même mal. Jouez une grosse carte qui donnera beaucoup de mémoire à l'adversaire, qui vous fera peut-être perdre. Jouez vos cartes pour bien vous rendre compte de vos possibilités. N'ayez jamais peur de jouer un niveau 5 comme ça tel quel sur le board. Pam, il n'a pas d'effet, il coûte cher, je perds mon tour, en plus je donne. Mais vous avez une présence, vous développez votre jeu, vous vous offrez le luxe d'évoluer niveau 6, vous vous offrez le luxe de faire une attaque, vous vous offrez le luxe de détruire un Digimon adverse qui aurait attaqué et serait resté en vie. Oui, Voilà. ça sera souvent un mauvais play, mais vous ne connaissez pas le jeu, donc n'essayez pas d'évaluer tout de suite vos tours comme si c'était les meilleurs tours de la Coupe du Monde. Jouez toutes vos cartes, jouez-les max. Ne prenez ce réflexe de jouer une grosse carte si vous n'avez que ça dans la main. Vous avez une très grosse carte, jouez une très grosse carte. Ouais, parce que si l'adversaire Et- peut pas la gérer, à votre tour, Voilà. elle va pouvoir faire ses effets. Si ça se trouve, vous allez jouer votre niveau 6, tour 1. L'adversaire ne pourra rien faire Exactement. parce que faut pas se mentir, vous avez 50 cartes, mais il y en a pas beaucoup qui peuvent contrôler une grosse carte. Donc, vous jouez un très gros truc. L'adversaire a 10 de memory, vous allez le voir enchaîner les petits Digimon, les monter, les tatati, les tatata. Mais le tour d'après, bah vous frappez. C'est ça. Et du coup, vous frappez et vous restez en vie. Et lui, il a toujours pas les moyens et le luxe de pouvoir aller vous chercher parce qu'il y aura que des petits Digimon, il y en aura peut-être plein. Et comme je l'ai dit, il suffit de taper 6 fois, donc avoir plein d'attaques, c'est peut-être plus, enfin, c'est peut-être mieux, c'est peut-être plus envisageable, mais ce n'est pas interdit. Ne Ouais. vous l'interdisez pas, n'ayez pas peur de le faire. Les débutants ont tendance à s'interdire de jouer des grosses cartes, Tout à de fait. peur de perdre Ça. telle quelle la partie. Mais ce n'est pas le cas. Surtout si dans votre main derrière vous avez une carte de gestion, que vous avez une Gaia Force ou n'importe quoi. Oui, vous donnez 10 à votre adversaire en T1 si vous avez posé votre grosse carte, mais l'adversaire il va se dire ouais ok bah, c'est bon, je vais pouvoir monter ma pile, allez level 3, level 4, level 5, tiens voilà, mais bon il va arriver à 0. Il n'aura pas pu attaquer, puisque de toute façon, même s'il n'arrive pas à 0, bah, il aura posé une craque, il ne peut pas attaquer parce qu'elle n'aura pas la rapidité. Vous, à votre tour, vous allez pouvoir frapper avec votre grosse carte et gérer ce qu'il a posé. Exactement. Dites-vous que la première étape, c'est jouer vos cartes. N'ayez pas peur de les jouer, faites-les interagir. Laissez-vous le luxe de mal jouer. Et votre étape secondaire, ça sera gérer votre mémoire. Mais Tout à au fait. début, n'y pensez pas parce que vous allez vous empêcher de jouer et vous allez juste perdre en ne faisant rien. C'est ça. En passant vos tours parce que vous avez l'impression que tout est mauvais. Ouais. Faites de mauvais tours, jouez vos cartes, sortez votre main, développez votre jeu. C'est ça, c'est comme les échecs, il faut développer ses pièces, il faut C'est sortir ses pièces, donnez-vous des possibilités. Ensuite, l'étape d'après, ça sera, bon, j'ai fait n'importe quoi, mais j'ai compris mes cartes. Maintenant, je vais essayer de bien viser niveau mémoire, j'essaie de faire mes petits calculs. Là, je laisse à 1, là, je laisse à 2. Mais ça, on verra ça peut-être dans une autre vidéo ou plus tard, quand on fera des petites parties commentées, de bien expliquer nos choix, quoi. Mais faites-vous plaisir, jouez des cartes. Jouez toutes vos Tout à cartes, fait. n'ayez pas peur. Tout à Et fait. surtout, passez votre tour que si vous n'avez pas le choix. Sachez que vous pouvez Exactement. même jeter une option, Oui. Utiliser une option. Tant que la qui cible n'aura est valable. aucun impact, aucun Tout à effet, fait. mais vous pouvez la jouer juste pour vider votre main. Ça et peut être, hop, ça peut être d'ailleurs c'est un choix tactique, notamment par exemple quand vous êtes à 1 et que vous voulez pas que l'adversaire soit plus de 1, allez, je vais jouer une Holy Flame, je dis que cette créa elle a sécurité attaque -2 pendant mon tour, enfin pendant votre tour, et puis ça vous laisse à 1. Quoi. Ça laisse l'adversaire à 1, et au final, du coup, en laissant l'adversaire à 1, on lui offre soit en général une Digivolve de level 4, parce qu'il y a des level 4 qui peuvent Digivolver pour 1, mais jamais, au grand jamais, on va pouvoir faire level 6
quand on est 1. Pour l'instant, c'est impossible. Donc, vous vous protégez par exemple, de l'attaque d'un level 6 quand vous laissez l'adversaire à 1. Voilà, là on passe vraiment dans l'étape d'après, contrôler la mémoire, mais vraiment jouer vos cartes, essayez de ne pas passer votre tour juste pour passer votre tour, essayez de brûler une carte au pire, comme on vient d'expliquer, essayez de jouer une carte qui n'aura pas d'impact, juste pour pour ne pas passer votre tour. Si vous pouvez donner moins de 3, on est encore en train de passer à l'étape d'après, mais si vous pouvez donner moins de 3 de memory, mais sinon, jouez une carte. S'il vous plaît, jouez une carte. Tout à fait. Je pense qu'on a fait le tour, en tout cas pour cette vidéo qui est pas mal longue quand même. Je remercie mon partenaire Kiwi. Hein. N'hésitez pas à nous retrouver sur le Discord, dont Kiwi est justement l'un des modérateurs. Moi j'ai commencé comme ça en novembre avec la pré-release. Il y a une communauté que je trouve extrêmement active. Il y a des jeux que ce soit par cam, par logiciel, ou vous verrez moi sur d'autres de mes vidéos, j'ai mis un peu tous les moyens de jouer à Digimon aujourd'hui. Et puis on sera dans tous les cas ravis de vous accueillir et puis de faire des parties. Exactement. Moi aussi je serais ravi de vous apprendre à jouer, de devenir, en plus d'être modérateur, j'aime bien être juge de partie et de tournoi. Donc j'essaie d'apprendre les règles par cœur, donc n'hésitez pas à me call sur Discord pour avoir toutes les questions que vous avez, je vais y répondre. Même si c'est 1000 fois la même, j'y répondrai. Moi j'organise assez souvent des tournois, donc quasiment il y en a 2 par mois. J'essaye de faire avec les fournisseurs, avec les boutiques pour avoir des lots systématiques. On essaye de faire aussi des tournois un peu plus fun pour les nouveaux, pour essayer ce qui permet aux anciens joueurs, aux joueurs un peu plus aguerris, de faire des decks un peu plus rogue et des decks un peu plus test pendant les tournois fun, et pour les nouveaux joueurs d'apprendre et de jouer contre des joueurs un peu plus aguerris. Juste un tout petit argument pour vous donner envie de jouer. Si vous ne maîtrisez absolument pas l'anglais, que vous avez peur du jeu, etc., venez. Vous avez les règles totalement traduites en français, vous avez une communauté de joueurs français, et vous avez le luxe, si vous avez Tabletop, de venir jouer avec les cartes en français. Tout à fait. Plus d'excuses, vous pouvez découvrir le jeu. En quelques parties en français, vous serez capable de jouer en anglais. Tout à fait. Ne vous inquiétez pas, le jeu n'est pas du tout compliqué. Je ne maîtrise pas l'anglais. I speak good English very well. Et I can win des games très très bien. Donc, tout à fait. Venez jouer, c'est le fun. Allez. On vous souhaite une bonne journée et puis on vous dit à bientôt sur le Discord. Merci Kiwi et bye bye, à bientôt.